Alors, événement 24 octobre toujours, et voilà, comme le plan l'indique, nous recevrons dans quelques instants Monsieur Jean-Marie Vianney-Yameogo, et il va parler avec nous, bien sûr, de la journée mondiale de l'ONU, qui a été, on va dire, ratifiée avec la résolution 2782 de 1971. Donc, depuis 1971, chaque 24 octobre est célébrée la journée mondiale des Nations Unies. Monsieur Yameogo, bonjour. Bonjour. Alors, quel sens vous donnez à la célébration de la journée des Nations Unies? Quel sens on donne? Il faut savoir que c'est une journée qui est mondiale. Donc, ça fait 73 ans que nous célébrons cette journée. Et c'est particulièrement en 1971. 73 ans, depuis 45 en fait. Et en 1971, il a été rappelé que lorsqu'on a adopté la charte des Nations Unies, vous savez que l'ensemble des pays du monde ont adopté une charte qui définit un peu comment on doit mieux vivre sur cette terre. Et à partir de là, on a rendu officiel et ça devient maintenant une célébration officielle. Le sens que je donne, c'est rappeler les moments donc, qui ont motivé donc, la création des Nations Unies. Vous savez que c'était à un moment où le monde avait besoin d'unité, de paix. Donc c'est un moment aujourd'hui de refaire le plaidoyer et de rappeler à tous les dirigeants qu'il faut toujours avoir en tête ces idéaux de paix, de justice dans le monde. Alors, tant d'années après, quel est le bilan que vous faites de l'action de l'ONU dans le monde? Oui, tant d'années après, je disais tantôt, ça fait 73 ans. Vous savez que l'ONU a beaucoup travaillé, a beaucoup œuvré dans le domaine de la paix et de la paix entre les hommes et également travailler à réduire les inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU a travaillé à aller vers les populations les plus vulnérables et les plus pauvres. Et en termes de bilan, vous devez savoir que toutes les zones de conflit dans le monde, il y a toujours la présence des Nations Unies. Et vous voyez que les Nations Unies arrivent à contrôler ces conflits, à ramener la population dans des bons auspices, à pouvoir vaquer à leurs occupations. Et également, la question des droits de l'homme. L'ONU a beaucoup travaillé là-dessus. Et la question aussi de ce que nous appelons les besoins sociaux de base. Il faut donner aux populations le minimum. Savoir la santé, l'éducation, il faut les protéger, il faut s'occuper des réfugiés. Donc le bilan, nous sommes très satisfaits parce que ce bilan aussi a été au prix des vies humaines parce que beaucoup de travailleurs des Nations Unies ont perdu la vie au cours de ces 73 ans. Alors, il reste encore des défis. Les défis, parce que dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, il y a encore des inégalités. Justement, on allait en venir. En Côte d'Ivoire, comment s'organise le système des Nations Unies pour accompagner le gouvernement à faire face aux défis de développement du pays? Concrètement, ça se passe comment? Concrètement, vous avez 14 agences des Nations Unies qui sont résidentes ici en Côte d'Ivoire et 5 agences non résidentes. Et les agents résidents travaillent avec le gouvernement. D'abord, nous avons appuyé le pays à élaborer le plan national de développement que vous connaissez bien. Et nous nous sommes attelés avec la société civile, avec le secteur privé et les autres partenaires à contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement. Et là-dessus, les Nations Unies mettent près de 250 milliards pour appuyer ce plan. Et ensuite, nous avons accompagné le pays à adopter les objectifs de développement durable et qui est défini par les Nations Unies et adopté par tous les pays. La Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces ODD et à travers le plan national de développement. Et enfin, bon, nous sommes aussi au devant de toutes les crises. Vous savez que ce soit les crises d'ordre social, humanitaire, ici en Côte d'Ivoire, et les Nations Unies ont toujours été présentes pour accompagner le gouvernement dans ses efforts. Notamment quand on parle de crise, on parle aussi d'aléas climatiques, on va s'intéresser. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, sont vulnérables aux aléas climatiques, comme en témoignent, on va dire, les inondations de juin dernier et d'autres des crues de fleuves. Quelles principales leçons peut-on tirer et quel est le message en matière de plaidoyer? D'abord, cette crise a été très déplorable et nous avons, en tant que Nations Unies, contribué aux efforts du gouvernement et à travers la mobilisation des ressources. Nous avons mis près de 300 millions
pour accompagner le gouvernement dans cette crise des inondations depuis le mois de juin. Et nous avons aussi appuyé le pays à développer des plans résilients. Vous savez, il faut prévenir la crise. Alors, les leçons à tirer, c'est que c'est la prévention qui doit être le maître mot. Il faut que les pays aient des plans de développement durables et résilients. Il faut préparer les communautés, il faut préparer les collectivités locales. Il faut que chaque acteur puisse être associé dans la prévention et dans la planification, pour que, quelle que soit la crise, que ce soit les inondations ou autres crises de catastrophes, la population concernée puisse rebondir et puisse prendre en charge tous les aléas. Vous savez que cette crise a occasionné pas mal de pertes. Les Nations Unies, avec l'Union européenne et la France, nous avons estimé les besoins en pertes. Ça s'estime à près de 5 milliards. Et nous avons besoin actuellement de près de 200 milliards pour le recouvrement, donc en termes de reconstruction dans toutes ces zones qui ont été sinistrées. Donc la leçon à tirer, pour être précis dans votre question, c'est être préventif, avoir des plans que nous appelons plans de contingence et mobiliser les ressources qu'on va prépositionner et faire face dorénavant à ce qui pourrait intervenir. Monsieur Yameogo, qu'est-ce que l'ONU fait pour la démocratie dans le monde, principalement en Afrique? C'est l'accompagnement des efforts du gouvernement. Vous savez que les questions démocratiques, ce sont des questions d'abord de souveraineté, ce sont des questions qui doivent être adressées par les acteurs des droits de l'homme également, qui doivent être adressées par les acteurs non seulement politiques, mais tous les acteurs sociaux qui sont dans les pays. L'ONU accompagne les efforts du gouvernement à travers l'éducation, la bonne gouvernance que nous enseignons, à travers les bonnes pratiques, à travers les médiations que vous connaissez bien. Qui n'aboutissent pas toujours? Toujours, oui, c'est vrai, mais néanmoins... qui ne sont pas toujours comprises. On a toujours besoin d'une médiation dans tout il faut dans tout conflit, un régulateur. Exactement. Même dans notre vie sociale, même dans nos foyers. Même sans résultat? Toujours est-il que ce que nous faisons, c'est d'abord faire parler les acteurs et que les gens arrivent à des consensus. Et pour cela, les Nations Unies, à travers le monde, travaillent justement à ce qu'il y ait plus de démocratie et qu'il y ait plus surtout la question des droits de l'homme, comme vous l'avez dit, et la question de l'égalité entre les hommes. Et c'est ce que nous travaillons à renforcer à travers le monde. Alors, en cette journée qui est célébrée les Nations Unies, quel est le message principal du secrétaire général Antonio Guterres? Le secrétaire général a insisté sur le fait que nous devons renforcer nos efforts à ce qu'il y ait plus d'égalité. Il a aussi dit qu'il ne faut laisser personne derrière, c'est-à-dire qu'il faut inclure jusqu'aux plus vulnérables dans les efforts. Il a également parlé de la préservation de notre planète. Il faut préserver la planète. Le changement climatique est un phénomène qui est incontournable et son message va dans la préservation donc, de la planète. Et enfin, il a donné un message de paix. De paix dans toutes nos sociétés, de paix dans le monde et de réconciliation. Et cela est le socle, ce sera le socle de tout développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. C'est le message que le secrétaire général particulièrement a donné à l'ensemble des pays à l'occasion de cette journée mondiale des Nations Unies. Alors, quelle est la perception globale du monde par rapport à l'ONU? Est-ce que vous sentez dans vos activités que le monde est d'accord avec ce que l'ONU fait? Parce que l'histoire nous a montré que parfois il y a eu dichotomie, il y a eu mésentente, il y a eu incompréhension entre l'ONU. Alors, quelle est la perception en 2018, au jour d'aujourd'hui, quelle est la perception que le monde a de l'ONU? Les Nations Unies est pour tous les pays. Et je me réjouis de... Vous le savez, donc la Côte d'Ivoire est membre non permanent, du Conseil exécutif. Vous voyez que c'est extrêmement important. C'est un rôle important qui permet à ce que la voix... Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire concrètement, le fait d'être non permanent, membre non permanent? Qu'est-ce que ça nous apporte? Le Conseil de sécurité. OK, le fait d'être membre non permanent est une occasion pour la Côte d'Ivoire de faire porter la voix, non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi la voix de toutes les nations, et surtout des nations africaines. En ce sens que la Côte d'Ivoire va siéger et aura l'occasion de se prononcer sur toutes les opportunités de résolution de conflits dans le monde.
C'est important lorsqu'il y a des conflits et que vous êtes consulté et qu'on vous écoute. Parce que cette voix va porter, et c'est ça qui est important. C'est un rôle qui est extrêmement important et en même temps, à nous en tant qu'Africains, ça nous honore. En ce sens que nous avons des représentants qui vont faire l'écho de ce que nous pensons. Pour répondre à votre question, que pense le monde des Nations Unies de manière globale? Il faut savoir que tout ce qui est Nations Unies s'adresse d'abord à la recherche de la justice, à la recherche de la paix et à la recherche de l'égalité. En ce sens que, je vais vous donner un exemple. Dans le plan que nous avons élaboré avec la Côte d'Ivoire, que nous avons appelé le cadre de programmation unique, c'est un plan que les Nations Unies veulent, élaborer pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. L'accent est mis vers là où il n'y a pas du tout d'appui. Ça veut dire que les populations où il y a le moins d'appui possible, c'est là que les Nations Unies interviennent. Et vous voyez un peu, c'est un rôle qui est extrêmement important dans les équilibres au niveau social, qui est important aussi dans la recherche de ce que j'avais dit de l'équité et dans la recherche de la satisfaction des besoins sociaux de base. Alors, je pense que ce rôle est important et concerne tout le monde. Alors, cette journée est instituée aussi pour faire la promotion des actions de l'ONU. Quelles sont les avancées majeures depuis sa création? Les avancées majeures, je l'ai déjà dit, il y a la gestion des conflits, que vous voyez que la gestion des conflits à travers le monde est encadrée et toujours avec l'ONU devant. Et deuxièmement, il y a la gestion des crises. Je vais parler par exemple des crises sanitaires. Vous avez entendu parler de la grande épidémie d'Ebola. Les Nations Unies ont été au devant de cette réponse à la crise Ebola. Vous avez toutes les autres catastrophes que nous voyons tout le temps dans nos médias, que ce soit naturelles ou des catastrophes d'ordre humanitaire ou même des conflits de guerre. Il y a toujours les Nations Unies qui sont là avec leurs troupes et, comme je l'ai dit, souvent au prix de leur vie. Donc, c'est quand même des avancées majeures. Monsieur Jean-Marie Vianney Yameogo, je rappelle que vous êtes représentant de l'OMS. Derrière le langage diplomatique qui sied vraiment à tout membre de cette institution, on a envie de savoir, en Afrique, pourquoi ça coince? Pourquoi chaque fois qu'il y a des élections, chaque fois qu'il y a des choses importantes en Afrique, pourquoi ça coince? L'ONU fait quoi par rapport à ça? Chaque fois qu'il y a des élections dans un pays africain, on a nos cœurs qui battent à chamade. L'ONU fait quoi? Qu'est-ce qui n'est pas fait en amont? Qu'est-ce qui est fait en amont? Qu'est-ce qui est fait pour éviter ça? En 2018, dans ce troisième millénaire, il y a encore des unes qui se déplacent dans des pays. C'est dû à quoi? Pourquoi? L'ONU fait quoi? Cette question va au-delà des Nations Unies. Vous savez que la démocratie, comme diraient les politiques, c'est un apprentissage. Donc c'est une école. Et je pense que nous sommes tous dans cette école de démocratie. Donc Jacques Chirac avait raison alors? Ils ne sont pas encore mûrs pour la démocratie peut-être? Sans doute. Ça c'est des propos de cette honorable personnalité, mais qui n'engagent pas les Nations Unies. Ce que nous voulons dire, c'est qu'au niveau des Nations Unies, nous accompagnons la gouvernance. Nous faisons beaucoup d'éducation en période préélectorale, donc pour la pratique de la démocratie. Vous savez que cet apprentissage doit être rappelé à tout moment. Et cet apprentissage est-ce qu'on apprend est bien notre quotidien. De votre place? C'est comme dans toute classe, il y a de bons élèves, il y a de mauvais élèves. Je crois que... Qui sont les mauvais élèves? Ah, c'est une bonne question. Les mauvais élèves... devait les identifier. Il faut poser la question à l'enseignant. Et l'enseignant, on ne saurait dire, ce n'est pas les Nations Unies, je vous dis ça tout de suite. Mais toujours est-il que vous, médias, vous faites partie des acteurs pour cette sensibilisation pour la démocratie. Vous devez être au devant, porter les bons messages. Il faut que les gens sachent que la pratique démocratique, c'est une pratique de droits humains. Une pratique, vous n'indexez jamais les politiciens, c'est les médias, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Tous les acteurs sont dedans. Oui, mais vous parlez tout de suite des médias, c'est nous. Oui, vous avez un rôle dans... Mais et les hommes politiques sur le terrain, qui nous infligent chaque jour des choses aussi tristes que difficiles. On ne leur dit rien, vous n'avez pas de message, mais l'ONU doit toujours se taire face aux politiciens. Non, pas du tout. L'ONU travaille dans la conscientisation justement des hommes politiques. J'ai parlé tout de suite de gouvernance. La gouvernance s'adresse aux hommes politiques. La gouvernance s'adresse aux décideurs. Et les Nations Unies
travaille tous les jours aux côtés des décideurs pour que Comment vous travaillez? Vous leur dites quoi? À travers des ateliers, des séminaires, vous leur dites quoi? Est-ce que vous leur donnez vous posez des ultimatums? Vous leur dites voici la manière dont... Comment ça se passe? Est-ce que vous conditionnez par exemple vos aides à des actions concrètes de démocratie sur le terrain? Comment ça se passe pour le commun pour monsieur tout le monde qui nous suit ce matin? Oui, il y a le plaidoyer. Il y a le plaidoyer. Vous savez que les Nations Unies, la force des Nations Unies, c'est d'abord son universalité et c'est sa légitimité. Universalité parce que nous sommes partout. On a été créés par les pays. Voilà. Et sa légitimité, nous avons des mandats pour agir. Et à ce moment-là, nous, forts de ces deux avantages comparatifs, si on peut le dire, nous travaillons à sensibiliser à travers les plaidoyers auprès des hommes politiques pour que la pratique, ce n'est pas seulement des pratiques démocratiques, mais de bonne gouvernance, puisse se faire. Et c'est ce à quoi nous nous attelons et nous pensons que ce n'est pas seulement les Nations Unies qui ont ce mandat de le faire, c'est toute la société, c'est tout le monde qui doit être partie prenante de cet exercice de conscientisation et de travail avec les décideurs politiques. Alors, quand on s'arrête un moment pour célébrer ces acquis, il faut aussi prendre des résolutions. Qu'est-ce qui devrait être amélioré dans le fonctionnement des Nations Unies? Les Nations Unies, nous sommes en pleine réforme du système des Nations Unies. Ça veut dire que nous, avec notre nouveau secrétaire général, il a estimé qu'il fallait revoir le fonctionnement, les organes de fonctionnement des Nations Unies pour faire en sorte que les Nations Unies soient encore plus proches des populations. Nous voulons encore faire mieux et nous voulons encore être plus près des personnes vulnérables. Et vous le savez, ces personnes vulnérables, vous avez les femmes, toutes les violences basées sur le genre, vous savez bien, et tout ce qui est enfant et tout ce qui est personnes âgées. La réforme va travailler dans ce sens et aussi la réforme va mettre les pays au devant de leurs responsabilités, à savoir ce que nous avons appelé la redevabilité, qui doit aller au niveau donc que les pays puissent être redevables de ce qui se passe au sein de leur population. Donc, c'est ça qui va changer à travers cette réforme que notre secrétaire général est en train de conduire. Il faut rendre... Il y en a qui disent qu'il faut rendre... L'ONU doit être à visage humain. C'est ça, à visage humain. Il faut qu'on sente au quotidien les efforts, les efforts depuis le siège. Il faut qu'on sente ça au quotidien. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que l'ONU ne peut pas tout faire. Mais il y a beaucoup de délégations à avoir aussi pour que nos dirigeants dans le monde puissent savoir qu'au-delà, c'est l'être humain qui est à la base, c'est l'humain qui est à la base. L'ONU est déjà à visage humain et un des slogans que nous avons, c'est d'abord, on met l'homme au centre de nos interventions. Franchement, toutefois c'est ça qui est ça qui nous guide. On met l'homme au centre de nos interventions. Pour parler de l'OMS, dont je suis le représentant, exactement. Vous savez que tout ce qui est action de santé, ce qui est définition des politiques, ce qui est aller au-devant des crises, ce qui est sauver des vies humaines, ce qui est intervention d'urgence. Vous voyez que c'est ça le visage humain dont vous parlez. Nous mettons l'homme au centre de toutes nos interventions. Et fort de cela, l'ONU a ce carcan d'être justement au devant et à l'écoute des populations. Si vous prenez que ce soit la question des populations, donc des réfugiés, que ce soit les immigrés qui rentrent, vous voyez que toujours, il y a toujours l'ONU qui est là, que ce soit à travers le commissariat pour les réfugiés, que ce soit l'Organisation internationale de migration, l'Organisation mondiale de la santé, parce que ces populations, il faut les couvrir, il faut les vacciner, il faut les prévenir. Ça, c'est le travail des Nations Unies. Vous voyez qu'à ce moment-là, il y a bien sûr un visage humain qui transparaît, parce qu'on sauve la vie au bout du rouleau et on évite la mort. Mais où est le visage humain quand, par exemple, il y a des populations, comme c'est le cas en ce moment, qui se déplacent, des milliers de personnes qui se déplacent à la frontière, qui approchent la frontière, l'immigration clandestine, il y a même l'immigration officielle, parce qu'il y a des centaines de personnes qui marchent en ce moment en direction qui veulent aller aux États-Unis. C'est le cas. Quand il y a des situations d'urgence comme ça, comment la machine de l'ONU se fait entendre? Ou bien c'est la diplomatie 100%, quoi. On fait toujours
tout en sous-bassement, comme on dit? Non, vous savez que c'est... Parce qu'à un moment, je m'excuse de vous couper, parce qu'à un moment, la diplomatie peut montrer ses limites. Il faut aller avec la coalition. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. À un moment, il faut taper dur, parce qu'il y a des choses qui se passent et qui sont inacceptables dans ce monde-là, dans le 3e millénaire. Tout à fait. L'ONU est tout à fait consciente de ça. Vous savez que les questions de migration ont été même débattues à un très haut niveau, à travers le groupe des pays les plus avancés au monde, à travers leurs réunions périodiques. Ça a été discuté dernièrement à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une question centrale et également qui concerne tous les secteurs, qui fait appel à tout. C'est une question de développement, c'est une question de dividendes démographiques. Vous savez qu'il y a beaucoup, la pression démographique fait en sorte qu'il y a tous ces besoins-là. C'est une question économique et tout à la fois, et l'ONU apporte toujours sa pierre dans la résolution de ces problèmes-là. Que ce soit sur le plan préventif et que ce soit sur le plan curatif, lorsque ces migrants ont besoin de soins. Et c'est à ce à quoi nous nous attenons. Auprès des autres, sans agir seul. L'ONU seule ne peut pas adresser cette question de migration et l'ONU seule ne peut pas régler tous ces conflits. C'est ensemble, en concertation avec tous les acteurs, que nous arriverons à faire en sorte que le monde soit un monde de paix, où il faut bon vivre et que notre planète soit bien sauvegardée. Et c'est avec cette phrase-là qu'on va vous demander quelles sont les espérances à court et moyen terme de l'ONU, ce grand docteur du monde. À court terme, c'est maintenir les acquis. Vous savez que lorsqu'il y a un espace de paix dans le monde, il faut que cet espace de paix demeure un espace de paix. Maintenir les acquis. Et ensuite, il faut renforcer notre contribution et notre solidarité vis-à-vis des plus vulnérables. Ça, c'est à court terme. On ne peut pas attendre. Les gens ont des besoins, le monde a des besoins énormes. L'Afrique, pour parler de nous, parce que nous sommes sur une chaîne en Afrique, l'Afrique a des besoins. Moi, où je vous attends, personnellement, je l'assume, c'est au niveau des élections de nos pays africains. Il ne faudrait pas que chaque fois les populations soient sur le qui-vive, chaque fois qu'il y a des élections. Il faut que vous, au niveau de l'ONU, puissiez prendre ça à bras le corps pour les générations futures, pour les personnes qui arrivent après. Il ne faudrait pas que ce soit toujours... Il faut que concrètement, il y ait une épée de Damoclès qui fasse en sorte que les gens puissent savoir qu'en élection, c'est sacré. Il faut que ça se passe normalement, légalement, pour le bonheur des populations, au sens propre comme au sens figuré. Soyez rassurés que l'ONU est tout à fait consciente de ce phénomène-là. Nous avons... Et à travers, même si vous avez suivi, sûrement la semaine dernière, vous avez vu une mission du sous-secrétaire général des Nations Unies qui était ici en Côte d'Ivoire et qui parlait des fonds pour la consolidation de la paix. Donc, les premiers responsables sont venus. Moi, j'ai conduit cette mission auprès des premières autorités du pays. C'est pour justement prévenir et éduquer la population à travers ces fonds de consolidation de la paix pour que il y ait toute action électorale, qu'elle soit apaisée et que la population puisse vaquer à ses occupations après les élections. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Jean-Marie Vianney-Yaméogo. On pourrait dire que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. L'ONU s'inscrit donc dans ce grand œuvre-là. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau en cette journée internationale des Nations Unies. Merci également.